Bonjour tout le monde, merci d'être venu pour m'écouter. Je suis donc Christophe Brodèche, je suis directeur IT en charge du digital à La Redoute et je vais vous expliquer aujourd'hui un petit peu comment est-ce qu'on traite l'innovation de manière continue à La Redoute. Alors un agenda, mais on va avancer assez vite parce que le temps est compté et donc si on veut se focaliser sur les choses intéressantes, on va essayer d'avancer vite. Donc La Redoute, c'est une marque iconique que certainement un grand nombre d'entre vous connaissent déjà. Aujourd'hui, on a un très beau positionnement en tant que marque et en tant que vendeur, notamment en France sur le domaine de la mode et de la maison, puisqu'on est la 3e marketplace et la 4e plateforme de e-commerce. On a des millions de clients chaque mois qui viennent nous visiter sur nos différentes plateformes et sur nos différents supports, le web, mais aussi l'application mobile et l'app. C'est vraiment un des axes qui se développe beaucoup chez nous, avec aujourd'hui plus d'un tiers de notre activité qui s'exécute maintenant sur le domaine des applications mobiles. Alors comment est-ce qu'on drive l'innovation quand on est un acteur de e-commerce, puisque La Redoute a abandonné le catalogue physique pour ne faire que du commerce digital? D'abord en s'assurant qu'on a compris que la technologie seule ne suffit pas. Petite citation de Steve, et qui va illustrer le premier exemple que je vais vous présenter d'une réalisation récente, qui est la refonte de notre communication au travers de l'animation de notre CRM auprès de nos clients. En fait, on avait il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, une innovation justement qui avait été créée, qui était quelque chose de très custom, qui permettait de pouvoir faire des campagnes d'animation CRM qui étaient hyper ciselées, qui correspondaient hyper bien à ce que La Redoute avait besoin il y a un peu plus de 10 ans au moment où ils ont fait ce shift vers le digital, mais qui fonctionnaient plus depuis un certain temps. Et donc là, on a décidé de repartir pour trouver une nouvelle innovation dans ce domaine-là, d'abord en construisant une vision produit, parce que si on veut être capable de faire les bons choix en termes d'innovation, il faut savoir où est-ce qu'on va. Et donc cette vision produit, on l'a centrée autour de l'expérience client qu'on voulait, de nos utilisateurs qui sont les équipes marketing qui exploitent ce nouvel outil qu'on voulait mettre en place, et on s'est entouré de partenaires solides, et il nous faut aussi du support de COMEX, parce que des projets comme ça dure longtemps, donc ça coûte cher, donc il faut du support. Il faut des objectifs clairs aussi sur des projets comme ça, si on veut que l'innovation réussisse. Et notamment, dans notre cas, c'était la simplicité, l'autonomie qu'on voulait redonner à nos utilisateurs pour qu'ils soient moins dépendants des équipes techniques IT. C'est moi qui m'occupe de ces équipes techniques, on voulait vraiment autonomiser nos utilisateurs. Et avoir une dimension d'innovation technologique qui soit déléguée pour se focaliser, nous, sur l'innovation au sens marketing du terme qu'on voulait avec nos clients. Et donc l'innovation technologique, on l'a déléguée en choisissant un partenaire technologique qui est Adobe en l'occurrence, sur ce périmètre-là. Donc quels sont les résultats qu'on a obtenus une fois qu'on a mis en place ce projet? On fait maintenant des déploiements de nouvelles campagnes en 24 heures. Avant, c'était plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec la technologie précédente. On a augmenté de 15% le trafic qu'on génère vers nos applications mobiles, ce qui était vraiment un des enjeux clés qu'on avait identifié avec ce projet. Et c'est possible parce qu'on a plus de 20% de nos campagnes marketing qui sont maintenant omnicanal. Donc ça, c'est un bon exemple d'innovation au sens business du terme autour du marketing, pour lequel on a délégué la partie technologique à un partenaire. Maintenant, si on se projette un peu sur d'autres secteurs d'innovation sur lesquels on a travaillé et on travaille actuellement, je vais introduire ça avec une seconde citation qui est que pour faire une innovation, on peut procéder par ajustement pour fournir un service dont on va pouvoir être fier à la fin. Les innovations super disruptives à la Uber, ça arrive, il y a Uber, mais finalement ces exemples-là, ce n'est pas les plus fréquents. Et quand on est dans des structures sur lesquelles on a besoin de s'adapter et d'innover en permanence, on a beaucoup plus de chances de le faire par petites touches, en choisissant bien nos terrains d'innovation et en pilotant ces innovations. Je vais vous illustrer ça au travers de ce qu'on fait sur notre application mobile depuis quelques années maintenant, avec un premier exemple qui est en fait l'utilisation de la réalité augmentée. On a développé nos applications en natif, ça veut dire qu'on a une version d'application iOS, une version Android, et ça nous permet d'avoir une expérience utilisateur qui soit vraiment super fluide, super agréable. Si vous n'avez pas encore utilisé l'application La Redoute, je vous encourage et je vous engage à la télécharger, et vous verrez que c'est une application qui est très rapide, très agréable à utiliser, parce qu'elle est en natif et que donc elle est vraiment bien adaptée à chaque plateforme. Ça nous permet aussi, quand on fait ce type de développement-là, de pouvoir bénéficier de fonctionnalités avancées comme la réalité augmentée. Et c'est une fonctionnalité qu'on a implémentée il y a un peu plus d'1 an maintenant dans l'application, qui va vous permettre de pouvoir projeter une partie de notre catalogue chez vous. Donc vous allez pouvoir projeter un canapé, une table, une chaise, et voir à quoi ça ressemble dans votre chez vous.
Le truc, c'est que quand on a mis en place cette innovation-là, on était content, c'est vraiment un truc de geek, ça fait plaisir, on a l'impression de jouer en fait avec l'application autant qu'avec n'importe quel jeu. Mais en fait, le résultat, en termes de métriques, n'était pas au niveau de ce qu'on attendait. On a amélioré des choses, mais ce n'était pas le niveau, et ce n'était pas le niveau qu'on avait fixé. Et donc, on a fait des tests utilisateurs avec vraiment des interviews utilisateurs, on les a mis en situation, on a regardé comment ça se passait. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens trouvaient ça rigolo, mais ça ne les aidait pas à pouvoir prendre une décision, ça ne les aidait pas sur le volet de la réassurance au niveau qu'on souhaitait, encore une fois, et ça ne les aidait pas à faire des choix. Et donc, cette innovation-là, on a décidé, même si elle était rigolote et qu'on avait passé un peu de temps dessus, d'arrêter de la développer. Et des fois, ça arrive. L'innovation, des fois, ça marche, puis des fois, ça ne marche pas. Bah là, c'est un cas où ça n'a pas marché. Donc, on a arrêté de la développer. On ne l'a pas enlevé de l'application. Si vous tombez sur des produits qui ont les modèles 3D qui vont bien pour faire ça, vous pourrez le tester. Mais c'est quelque chose qu'on ne développe plus parce que ça n'atteint pas les KPI et ça n'atteint pas les objectifs qu'on souhaitait. Et donc, on a travaillé sur d'autres axes. Et donc, la façon dont on explore l'innovation à la Redoute, c'est qu'on utilise les hackathons. Donc là, on fait des hackathons chaque année. Et en 2024, on a fait un hackathon. Et dans le domaine de l'app mobile, un des sujets qui a été porté, c'est l'utilisation de frameworks multiplateformes. Donc, on utilise un langage qui s'appelle KMP, Kotlin Multiplateforme, qui va nous permettre de développer une fois pour l'ensemble des deux plateformes, iOS et Android. On dédie en fait cette utilisation de composants communs uniquement à la partie qui concerne des éléments non visuels, non interactifs de l'application, parce qu'encore une fois, on veut garder cette fluidité et cette facilité d'exploitation de l'application pour nos utilisateurs. Et donc, on traite plutôt des modèles de données, des parties un peu plus couche basse d'interaction API, etc., avec ces langages communs. Ça, pour le coup, ça a très bien fonctionné. C'est une innovation qu'on a testée pendant le hackathon. Les équipes, quand elles ont présenté le prototype, c'était plutôt satisfaisant. Tout le monde avait le degré de confiance suffisant dans les équipes techniques pour se dire ça vaut le coup de l'essayer. Donc on l'a mis dans notre roadmap et au deuxième semestre l'année dernière, on a déployé et on a commencé à déployer progressivement ces innovations technologiques qu'on a installées dans l'app au fur et à mesure des releases. Et on release notre app assez fréquemment. Si vous téléchargez l'app, vous verrez que l'innovation en continu, c'est que vous allez avoir une nouvelle version d'app toutes les 3 semaines à peu près, avec des nouveautés à chaque fois. Et donc, on l'a déployé progressivement. Et ça donne les résultats attendus. Les résultats attendus, c'était quoi? C'était d'être plus rapide dans nos cycles de développement et de pouvoir dégager du temps aux développeurs. Donc, sur le développement initial, on gagne du temps, mais ce n'est pas là qu'on en gagne le plus, parce qu'il faut installer quand même les librairies une fois qu'elles sont développées sur iOS et sur Android. En revanche, en maintenance, une fois que les librairies sont installées, là, ça va vraiment beaucoup plus vite. Et on a quasiment divisé par 2, effectivement, les temps de maintenance pour les composants qui sont aujourd'hui développés sur ces technos de multiplateforme. En 2025, on a refait un hackathon sur le domaine de l'app, comme chaque année. Et cette année, les équipes de développement ont proposé une extension de ce domaine-là pour développer un composant commun qui va nous servir à avoir un tracking commun pour iOS et pour Android. Donc tout ce qui est tracking d'app, et pour ceux d'entre vous qui ont des apps et qui gèrent le tracking, vous savez à quel point c'est un délice de le maintenir. En fait, tout ce qui va être tracking, ça va être complètement géré en commun avec KMP. C'est quelque chose qu'on a mis à la roadmap de notre second semestre. Maintenant, on est en 2025. Si je vous parle d'innovation et que je ne dis pas le mot IA, il va y avoir un problème. Vous allez vous dire qui c'est, pourquoi il ne nous parle pas de ça. Oui, l'IA est là. Et aujourd'hui, quand on parle d'IA dans le domaine du e-commerce, on a beaucoup en tête des aspects autour du conversationnel, de l'aide au choix des produits, d'une meilleure sélection et de l'efficacité dans le fait de trouver les bons produits dans des catalogues. On a parlé de marketplace tout à l'heure avec nos confrères de Cdiscount. Les catalogues sont tentaculaires et donc trouver les bons produits, ça devient compliqué. AB Testé l'a dit, une partie des gens, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Et c'est parce que les catalogues étant très riches, très complexes, il faut les bons outils pour sélectionner. L'IA générative notamment, et puis l'avènement des agents et un certain nombre de choses, et on a des nouveautés toutes les semaines dans l'IA, et on a des nouveaux modèles, et des nouveaux acteurs, et du buzzword chaque semaine, font qu'on est en capacité de proposer beaucoup d'innovations. Pour autant, ces innovations-là, il va falloir toujours les projeter dans un prisme qui est celui des fondamentaux du e-commerce. La rapidité, la pertinence, la simplicité, c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour n'importe quelle innovation. Si les innovations qu'on introduit ne correspondent pas aux fondamentaux du e-commerce, ça n'intéresse pas nos clients, ça ne leur sert à rien. Je vous ai donné un exemple avec la réalité augmentée, c'était très cool, c'est une vraie innovation, mais ça n'a pas matché, ça n'intéressait pas les clients. Il faut toujours envisager les innovations dans ce prisme-là. Donc la façon dont on travaille aujourd'hui
sur le domaine des IA génératives et des IA à intégrer dans notre parcours e-commerce. On a fait des tests autour de chatbots comme beaucoup d'autres e-commerçants pour apprivoiser un petit peu ces technologies et voir comment ça fonctionne. Et puis, encore une fois, dans le cadre du hackathon, on a testé un certain nombre de choses au niveau d'assistants de shopping qui vont nous permettre de pouvoir tester un petit peu comment on met en place ces éléments-là, quelles sont les évolutions qu'il va falloir faire en termes d'UX et d'UI, parce qu'aujourd'hui, le conversationnel, c'est quand même pas comme une barre de search, et si on veut que ça soit bien intégré et que les utilisateurs puissent s'en servir, encore une fois, en respectant nos 3 fondamentaux, il va falloir repenser l'UX-UI autour de ces composants-là. Et puis, il y a évidemment tout le sujet autour de la data et de la qualité des réponses qui sont faites. Quand on parle de pertinence dans les 3 fondamentaux, ça en fait partie. Si votre IA répond n'importe quoi, bah, ça ne servira pas le propos du client. Voilà un petit peu comment on s'y prend, voilà comment on active les innovations. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous souhaite une très bonne journée.